Bonjour et bienvenue dans Simple en Guest, le premier podcast et une émission qui accueille et donne la parole aux personnalités, aux figures et aux acteurs des écosystèmes du numérique, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la responsabilité sociétale et du développement. Aujourd'hui, j'accueille Solange Rokhaya Bang Ndir, cadre à la Sonatel, présidente de Festic et fondatrice de la marque Passo. Nous allons parler carrière, femmes, numérique, digital, actualité et surtout formation. Bonjour Solange. Bonjour Ndeye. Alors, avec toutes ces casquettes, comment tu fais pour y arriver? Alors, tout d'abord, permets-moi de te remercier. Je suis ravie d'être l'invitée de ce podcast Simple en Guest, surtout pour la première édition. C'est vraiment un honneur. Et donc, pour revenir à ta question, comment on fait? Je pense qu'on se pose toute cette question. Nous autres, les femmes, nous sommes toutes des couteaux suisses. C'est-à-dire, nous avons 1001 activités. Nous sommes capables de gérer beaucoup de choses. Et pour moi, c'est tout simplement une question d'organisation. Effectivement, comme tu le dis, comme nous toutes, nous sommes des épouses, nous sommes des mères, nous sommes des filles, nous sommes des sœurs. Mais à côté de ça, nous sommes actives dans le monde professionnel. Nous avons un engagement personnel au sein d'associations. Et pour réussir à s'en sortir, je pense que c'est juste, comme je l'ai dit, une organisation et également je délègue beaucoup. Je délègue beaucoup, je m'entoure des personnes qui ont des compétences et une fois qu'on décline la vision, l'ambition, qu'on donne un peu un cadrage, on se rend compte que les gens sont capables de dérouler tout seul, bien évidemment avec un suivi, avec un accompagnement. Mais je pense que c'est un tout petit peu ça, le leadership que nous avons, que toi tu as, ce leadership féminin-là qui nous permet d'accompagner des équipes, de les monitorer et de nous diversifier dans nos différentes activités. Okay. Alors, en t'entendant parler, je veux te poser une question que forcément beaucoup de personnes se posent. Effectivement, nous, en tant que femmes, on gère les foyers, on gère aussi les entreprises, on gère les personnes, etc. Est-ce qu'en tant que femme, c'est difficile d'avoir en fait toutes ces responsabilités, de gérer les personnes, parce que je sais que c'est très difficile. Comment tu fais? Parce que même déléguer, c'est pas facile. Comment vraiment tu fais en tant que femme? Écoute, c'est difficile, mais tu sais, je pense que cette gestion-là, elle est innée en nous. Regarde comment on gère les maisons. On est capable aujourd'hui d'être vraiment le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans une maison. Et quand tu le transposes dans l'entreprise, tu as à peu près le même mode opératoire. Quand tu vas dans le mouvement associatif également, donc on a des skills et des compétences en nous qu'on déroule naturellement. Parce que quand tu poses la question aux femmes, très souvent on ne se pose pas la question en fait. On fait les choses naturellement parce qu'on a cette compétence-là, je dirais même cette capacité naturelle. Et donc, je crois que les femmes que nous sommes, qui sommes déjà avant tout dans une société où il y a quand même une charge mentale, il faut le dire. Il y a une charge mentale, il y a une charge sociale et c'est très difficile pour les femmes de trouver leur équilibre vie privée, vie professionnelle. Lorsque vous faites un sondage auprès des femmes, le premier facteur qu'elles vous remontent, la difficulté, c'est la gestion de la vie privée, vie professionnelle. Mais après, il ne faut pas se leurrer. On n'est pas parfaite partout. On ne peut pas être en même temps une mère parfaite, une femme parfaite, un cadre dirigeant parfait ou une présidente d'association parfaite. À un moment, on fait des choix. Il y a certaines activités où on sera moins performante, où on va se focaliser sur d'autres. Et donc, après avoir délégué, on priorise. Et lorsqu'on priorise, ça nous permet d'être sur un front plutôt qu'un autre. Mais après, c'est un jeu, c'est un équilibre qu'il faut trouver et c'est personnel. Et j'aimerais bien que tu nous dises aujourd'hui quels ont été les moments forts de ton parcours qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir quand même cette confiance en soi, donc ce pouvoir, je dirais, ce leadership que tu as aujourd'hui et cette reconnaissance même au niveau national comme international que tu as.
Alors c'est vrai que c'est un long parcours, hein, mais je suis plus toute jeune. Donc, écoute, lorsque je regarde dans le rétroviseur, je pense que ce qui m'a aidé, en tout cas, et c'est un élément fondamental que je dis très souvent aux femmes, moi je dis mon premier mentor, c'est mon mari. Tout simplement parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il est fondamental. On a besoin d'avoir un soutien à la maison pour pouvoir délivrer dans le plan professionnel. Donc, je pense que déjà, mon premier soutien, c'est mon mari. Et le premier levier, je travaille dans un grand groupe, donc Sonatel, qui a mis en place tout un dispositif pour accompagner les femmes à exprimer leur plein potentiel et leur leadership. Mais un élément fondamental chez les femmes, c'est qu'on se bride nous-mêmes. Il y a le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur, c'est très simple. C'est qu'on va avoir très souvent la possibilité d'évoluer en entreprise, mais on va penser que ce poste n'est pas fait pour nous. Et on va laisser passer beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai laissé passer justement beaucoup d'opportunités à cause de ce syndrome d'imposteur-là. C'est pour ça que c'est nécessaire d'en parler. Tout à fait. Pour que toutes celles qui sont encore au début de leur carrière puissent faire preuve d'audace, de ténacité, pour se dire qu'elles ont les compétences et qu'à chance égale, elles peuvent postuler à des postes de responsabilité, chef de service, chef de département, directeur, quel que soit l'endroit où elles sont. Et on le voit aujourd'hui, le leadership des femmes. On voit des femmes qui sont jeunes mais qui arrivent à concilier vie privée, vie professionnelle dans le secteur du numérique et dans tous les secteurs, dans le secteur de la politique, qui dirigent des entreprises et qui montrent que c'est possible. Lorsque tu regardes les femmes entrepreneurs au Sénégal, moi il y a un chiffre que j'aime bien, on a un des taux d'entrepreneuriat qui est les plus élevés au monde, en Afrique de l'Ouest. En Afrique, oui. Mais quand tu regardes, 90% des femmes font de l'entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire qu'elles vont entreprendre juste pour avoir de quoi entretenir leur famille, contribuer économiquement à la vie de la famille, le bien-être. Mais tu en auras très peu qui vont se dire qu'elles vont bâtir un empire, tout simplement parce qu'elles vont considérer qu'elles n'ont pas forcément les compétences, qu'elles n'ont pas les moyens, alors que celles qui osent passer ce cap-là doivent montrer le chemin aux autres, que c'est possible. Et pour le coup, quelles sont, selon toi, les qualités essentielles que doit avoir une femme pour réussir? Je pense qu'il faut savoir s'adapter. Il faut être agile. Et puis, il faut, je pense, être honnête avec soi-même. Pourquoi? Parce que je pense que quand on est honnête avec soi-même, on va prendre conscience de ses limites. Et on va se rendre compte, et le principal frein qu'on va avoir, c'est que très souvent les femmes vont culpabiliser. Lorsqu'on a des réunions jusqu'à 22h, lorsqu'on travaille le samedi, dimanche, qu'on sait qu'on a laissé les enfants à la maison, on culpabilise. Tout à fait. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on se dit qu'on délaisse notre rôle premier. Le monde dans lequel nous sommes en 2025 nécessite qu'on apprenne à fonctionner différemment. Et donc, pour moi, il faut s'adapter, il faut être humble et surtout honnête. Savoir s'entourer. Savoir s'entourer. Moi, je crois beaucoup au collectif. Alors, on va aborder un sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, toutes les deux. Un écosystème qu'on connaît très bien, le numérique. Quand je dis numérique, digital, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Innovation, évolution, impact. Il y a tellement de choses, je pense qu'on pourrait en citer beaucoup d'autres. Femmes, Festic. Donc il y a énormément de sujets qui viennent, comme tu l'as dit. Je pense qu'on peut dire qu'on a été des pionnières de cet écosystème numérique-là. Ça fait plus de 10 ans qu'on y est et qu'on essaie d'avoir de l'impact et de développer ce sujet-là. Moi, c'est une activité que je gère au sein de Sonatel, sur la partie entrepreneuriat numérique, sur la partie accompagnement des startups, inclusion numérique. Et comme tu sais, présidente de Festic, l'association des femmes sénégalaises dans le numérique,
qui est aussi une grande fierté. Tout à fait. Parce qu'on ça fait 10 ans cette année qu'on est au sein de FESTIC et qui a beaucoup progressé grâce à l'engagement de toute une équipe. Et aujourd'hui, on a vraiment de très belles réalisations. Tout à fait. Avec des partenariats à l'international, des programmes qu'on est en train de dérouler, qui nous permettent d'impacter des centaines et des centaines de femmes sur l'ensemble du territoire national, du nord au sud, d'est en ouest, dans les 14 régions. Aujourd'hui, il y a des équipes de FESTIC qui, grâce à des bailleurs, déroulent des formations d'initiation au numérique et on voit tout de suite l'impact que ça a sur les femmes après ces sessions-là en termes d'autonomisation économique, en termes de confiance en soi. Donc le numérique, pour moi, le premier mot, ce sera impact. Impact. Numérique, impact, innovation, femmes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les femmes utilisent vraiment le numérique comme elles devraient pour en faire un outil, un levier d'émancipation, de développement, d'entrepreneuriat? Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Les femmes, tu sais, moi je dis toujours le numérique, on est rentré dedans, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on s'est toutes retrouvées avec un smartphone, Internet, le digital, sans avoir été formées sur le sujet. Donc maintenant, l'objectif, c'est de rattraper. Avec toutes les femmes, quel que soit leur profil. On a été, par exemple, à Diourbel, dans un village qui s'appelle Dindi, où ce sont des femmes qui sont des agricultrices. Et grâce à notre partenaire, on équipe une salle. Et pour la première fois, certaines de ces femmes se sont retrouvées avec un ordinateur portable entre les mains. Avec de la formation très pédagogique en langue locale, au bout de 5 jours, ces femmes qui n'avaient jamais eu un ordinateur portable entre les mains arrivent à créer un logo, découvrent WhatsApp Business. Mais c'est une révélation extraordinaire pour elles. Et ça change complètement leur vision du monde. Et pour moi, il faudrait qu'on ait des dizaines d'associations. Je sais que vous, avec Simplon, vous avez également de super programmes pour les femmes, mais il n'y en a pas assez. Tout à fait. Il n'y en a pas assez. On représente la moitié de la population. On est encore des milliers et des milliers de femmes qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans des programmes comme ça, comme ceux de Simplon ou ceux de FESTIC. Ces femmes-là, il faut aller les chercher. Tout à fait. Il faut que des femmes créent des structures ou même des hommes, des associations ou des entreprises qui vont accompagner les femmes à faire de l'acculturation au numérique et au digital. Il faut aussi qu'on soit des rôles modèles, qu'on montre ce qu'on peut faire avec le numérique et le digital. Il faut montrer des Naïbutei qui dirigent et des Rokaya qui dirigent des structures comme Simplon. Non, c'est important. Pourquoi? On est beaucoup dans du mimétisme. Les femmes, lorsqu'elles voient d'autres femmes capables de diriger, ça leur montre le chemin. Et elles vont copier, ou en tout cas, elles vont essayer de savoir... Elles vont se projeter. Elles vont se projeter et comment Ndeye a réussi à diriger une structure comme Simplon. Et ce partage d'expérience-là, il faut le faire. Il y a un exemple que j'aime beaucoup partager, c'est celui d'une jeune femme qui s'appelle Fatkine, qui vient de la banlieue et qui a créé Itontine. Fatkine n'est jamais allée à l'école. Que je connais. Que tu connais. Et Fatkine a décidé de s'approprier le numérique et le digital pour en faire une tontine en ligne. C'est des exemples comme ça. Très innovants. Très innovants. Mais il répond à un besoin. À une réalité locale. Exactement. Elle a créé. Elle a su s'adapter. Elle s'est complètement adaptée. Elle a appliqué le numérique à son contexte. Et ça a donné cette solution-là. Donc, imagine si toutes les femmes que nous sommes, avec un minimum de skills et de compétences sur le numérique, ont réussi à créer des solutions qui vont nous permettre d'alléger notre quotidien, d'accroître nos revenus ou de nous autonomiser tout simplement, économiquement, ou de nous aider dans ce qui est un peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, pour moi, on a toute une partition à jouer, quel que soit notre profil et quelle que soit notre position. Ça m'a fait penser aux jeunes. Aujourd'hui, la situation est plus ou moins compliquée. Les jeunes sont en forte demande d'emploi. Les entreprises n'arrivent pas aujourd'hui à recruter des profils qui répondent
réellement à leurs besoins, alors qu'on dit qu'il y a à peu près 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, il y a une réelle contradiction à ce niveau-là. Et on s'est toujours dit que le numérique peut être une solution. Donc, pour pouvoir déjà répondre à cette problématique d'emploi, d'employabilité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a forcément les bons parcours, les bonnes formations à proposer aux jeunes pour pouvoir faciliter leur insertion professionnelle? Et dans la foulée, pour toi, quelles sont les études aujourd'hui ou les formations qu'il faut proposer aux jeunes pour leur permettre de trouver un emploi durable? Alors, les métiers du numérique et du digital, je t'apprends rien, évoluent vite. Lorsque je prends le cas, par exemple, de Sonatel, où on a créé Sonatel Academy, que tu connais bien, les curriculums qu'on avait mis en place au moment du lancement, aujourd'hui, sont obsolètes. Parce que les métiers ont évolué. Lorsque tu formes un jeune à créer un site, et qu'aujourd'hui avec l'IA, tu crées un site en 24 heures, tu te poses des questions. Tu te dis, d'accord, avec cette évolution-là qui va très très vite de l'intelligence artificielle et autres, ces nouveaux métiers-là, il faut les identifier, il faut avoir des compétences pour les former, mais après, il ne s'agit pas seulement de former, mais il faut les insérer. Il faut trouver les structures, les entreprises où ils pourront trouver du travail. Parce que moi, je le dis tout le temps, tous les jeunes ne sont pas des entrepreneurs. Tout le monde n'a pas cette fibre entrepreneuriale-là. Et donc, il y a toute une chaîne de valeur qu'il faut mettre en place où, pour moi, toute école doit régulièrement se poser la question de la pertinence de son contenu de formation. De se dire, est-ce qu'un jeune qui démarre aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, quand il va sortir, est-ce que le sujet sur lequel je suis en train de le former, il va trouver du travail? Est-ce que dans 1 an, les compétences qu'il a, l'IA ne va pas le faire de manière automatique et finalement, les entreprises ne vont pas le recruter parce que les entreprises elles-mêmes sont en train de découvrir l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est un questionnement continu, perpétuel, pour toutes les structures de formation qui doivent s'adapter régulièrement à cette évolution. Nous sommes dans un monde qui est ouvert. Je pense qu'il n'est pas difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se fait en Europe, en Amérique, en Asie, en Chine, qui est extrêmement avancé également sur ces sujets de numérique et du digital là. Donc pour moi, c'est un vrai questionnement. Comment accompagner de manière optimale cette jeunesse, lui donner les compétences qui vont leur permettre de s'insérer professionnellement, et c'est une lourde responsabilité pour moi au niveau des écoles de formation de se faire tout le temps ces updates, ces mises à jour pour accompagner de manière efficace tous les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et du travail. Tu as parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle en faisant référence à la programmation, ou en tout cas à la conception d'un site web en 24 heures, alors que les anciennes pratiques, les développeurs étaient là, etc. Que t'inspire aujourd'hui l'intelligence artificielle? Parce qu'on entend, même ma mère la dernière fois, elle me dit ça c'est IA. Non, ça c'est pas IA. Donc là, toutes les personnes, tout le monde y est, même les personnes qui n'ont pas été à l'école, tous les profils, tout le monde parle de l'IA, ça c'est IA, non ça c'est pas IA, les vidéos sur TikTok, etc. Que t'inspire aujourd'hui l'intelligence artificielle? Écoute, pour moi c'est une révolution. C'est une révolution qui pour moi va même aller au-delà de l'impact qu'on peut imaginer. C'est déjà en train de transformer le monde, mais l'impact de l'IA pour moi, c'est pas seulement sur le numérique, le digital, l'entrepreneuriat, les métiers. C'est même en termes de géopolitique, en termes de sécurité. Combien de fois tu vois des fake news, des vidéos générées par l'IA, mais qui ont l'air tellement vraies, et qui sèment le doute, où tu te dis, où des fois on met en scène des chefs d'État. Tout à fait.
dans des situations incroyables. Quel discernement, comment tu peux te dire c'est du vrai, c'est du faux, et le nombre de personnes qui vont croire que c'est un vrai, et où ça va avoir des fois des effets même dévastateurs dans des pays. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Ensuite, on parlait également de métiers comme la communication, où en mettant 2-3 informations dans ChatGPT, mais tu as toute une stratégie de communication, mais que tu aurais payé des dizaines de millions à une agence de communication. Donc, changer tous les métiers. Quel va être nous notre métier de demain? Est-ce que moi mon métier n'est pas aujourd'hui menacé et que dans 2 ans on me dira bon tu es gentil mais ce que tu sais faire on a un assistant IA qui le fait bien. Maintenant l'IA a ses limites aussi. Tout à fait. L'IA a ses limites et je pense que c'est là où pour moi l'humain sera toujours au centre. Tout à fait. Il faut le challenger. Très souvent, tu vas faire des prompts sur ChatGPT, il va te sortir quelque chose de complètement où il est à côté de la plaque. Mais avec ton expertise, tu vas te rendre compte de ce qu'il faut corriger et tu vas corriger. Donc, on ne peut pas lui laisser la main totalement. Moi, c'est quelque chose qui me rend optimiste, mais en même temps qui m'effraie. Parce que on ne le maîtrise pas. Ça avance en continu. Je pense que même là, pendant qu'on est en train de discuter, tu vas aller sur Internet, tu vas voir de nouveaux impacts. Tout à fait. Mais c'est également une grande opportunité pour nos pays. Tout à fait. Nous sommes encore dans des pays en développement. On a tout à faire dans des sujets comme l'agriculture, la santé, l'éducation. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune femme qui est experte en IA, doctorante de l'UQAD, qui a développé un modèle avec l'IA pour détecter le cancer du sein. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc ça c'est une opportunité, mais il y en a des dizaines et des milliers d'autres. Tu es Kaora la Sonatel, juste pour avoir ton appréciation par rapport à l'arrivée de Starlink au Sénégal. Comment tu analyses cette venue? Alors, ce qu'on dit à Sonatel, c'est que nous ne sommes pas contre la concurrence parce que nous connaissons la concurrence. Nous sommes déjà dans un environnement concurrentiel. Ce qu'on dit et le message qu'on a lancé aux autorités et qui a été repris par le syndicat, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut avoir un code des communications qui est adapté aux opérateurs satellitaires. C'est important. Et il faut également de l'équité. L'équité, c'est... Aujourd'hui, il y a des redevances qui sont fixées pour les opérateurs, pour les FAI. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est Starlink, aujourd'hui, qui a X fois en termes de valeur le PIB du Sénégal. Quels sont les montants qui ont été mis à disposition de l'État du Sénégal pour justement assurer cette couverture-là. Et donc, il est important pour nous qu'il y ait quand même de l'équité. Parce que comme je l'ai dit, la concurrence, c'est un sujet c'est un terrain sur lequel on est depuis un certain nombre d'années et qu'on connaît, et qu'on connaît très très bien. Pour revenir sur Sonatel, aujourd'hui, on a un taux de couverture qui répond totalement à notre cahier des charges. En tant qu'opérateur, nous sommes dans une mission de service public pour l'État, la 4G, la 5G également. Et donc, je pense que le besoin en termes de couverture d'Internet, il est là pour toutes les populations. Et en tant qu'opérateur, nos équipes commerciales, marketing, mettent tout en œuvre pour que l'accès à la fibre soit démocratisé, la connexion via le mobile le soit également. Et nous sommes juste dans une dynamique qui dit juste de l'équité. Et après, chaque opérateur mettra sur le marché les offres qui correspondent à son portefeuille et aux besoins des clients. Et on revient sur les femmes parce qu'on était parti dans le domaine du numérique, vraiment très professionnel. Et là, je reviens un peu sur les femmes parce que là, on va bientôt entrer en mars, le mois de la femme. Et
j'aimerais savoir, est-ce que en tant que femme, il t'est arrivé de devoir prouver plus, de faire plus? On prouve plus, on a besoin de prouver plus. Je pense plus on monte dans la hiérarchie, plus on se retrouve entouré d'hommes, et plus il faut prendre sa place. C'est nécessaire, hein? C'est primordial. Moi, c'est un constat que je fais. La pyramide, en tout cas, de l'exercice, je ne sais pas si on peut appeler ça du pouvoir, hein, nécessite de se faire entendre. De plus en plus, lorsqu'on est autour d'une table et que sur une dizaine de directeurs, il y a une ou deux femmes, il faut vraiment prendre sa place. Hein. On est obligé. Et il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter parce que il ne faut pas le faire pour soi, il faut le faire pour toutes les autres femmes. On a ce rôle et cette mission-là de se dire que quand on est à une position, c'est pas nous uniquement, mais c'est toutes celles qui sont derrière et qui doivent demain pouvoir occuper cette place au même moment. Donc, pour moi, il faut pas... il faut faire preuve, je l'ai dit tout à l'heure, de beaucoup d'audace et se dire que les freins seront toujours là. Je pense qu'on en aura toujours, mais le plus important, c'est de les dépasser. C'est de continuer à aller de l'avant en se disant qu'on est capable de le faire, et parce que moi, je suis convaincue qu'on est capable de le faire. Alors, Solange, tu as ici quelques bouts de papier avec quelques questions. D'accord. Il faudra juste en choisir 2 ou 3 à la convenance. Donc, c'est pas moi qui te les pose. D'accord. C'est toi-même qui te les pose. Très bien. D'accord? Donc, je te laisse choisir. Alors, on va regarder celui qui est le mieux plié déjà. J'en prends 3, c'est ça? Oui, 2 ou 3. Là, j'en ai 2 et j'en prends un 3e. C'est ça. Voilà. Et je les déplie. C'est ça. Alors, le premier. Si tu avais une baguette magique, quel vœu tu ferais? Ça, c'est une question difficile, ça. Vas-y, la baguette. C'est une question très difficile. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai un vœu quand même. Nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation, avec un avenir qui fait un peu peur. Incertain. Très incertain. Et donc, si vraiment j'avais une baguette magique, ce serait que la paix revienne dans le monde. Vraiment partout, on voit des guerres un peu partout. On voit beaucoup d'animosité. Et donc, je pense qu'on a besoin de retrouver un monde de paix et de stabilité. Véritablement, pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, ce serait vraiment mon vœu. Et pour compléter. Donc, ça, c'est pour les vœux. Oui. Je te pose ça là. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question. Si vous étiez à l'Assemblée nationale, quelle loi ferais-tu voter à l'attention des femmes? Alors, si j'étais députée, ce serait de revoir le code de la famille. On a un code de la famille sur certaines lois qui est vraiment obsolète, qui n'a pas évolué avec le rôle et la place des femmes dans la société. Typiquement, aujourd'hui, une femme ne peut pas voyager avec son enfant sans le consentement de son mari, même si elle n'est plus mariée. Il y a beaucoup d'éléments comme ça dans le code de la famille qui ont besoin d'être revus. Et je pense que l'Assemblée nationale est typiquement l'espace où on discute des lois, justement. Et je me battrai pour qu'on révise le code de la famille. Le code de la famille. Je pense qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens. Oui, mais qui n'ont pas encore donné de résultats concrets. Ouais. Il y a des batailles qui se mènent, mais il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Tout à fait.
Mon troisième bout de papier, je garde la baguette magique. Oui. Hein. Pour toi, quel est le secret de la réussite? Est-ce qu'il y a un secret de la réussite? Le secret de la réussite, moi j'avoue que j'ai pas la recette. La réussite, elle est individuelle. Chacun a sa notion de la réussite. La réussite pour moi, c'est peut-être d'être épanouie en tant que femme, épouse, mère, de voir mes enfants heureux, mon foyer, mon mari. Pour d'autres, ça va être de gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres, ça va être d'être président de la République. Donc chacun a sa recette de la réussite. Et je pense que chacun, en fonction de son rêve et de ce qu'il souhaite peut-être faire de sa vie, doit se donner les moyens d'y arriver. Et je pense que on a les moyens, chacun, en fonction de nos rêves. Moi, je dirais plutôt, apprenons à rêver, parce que je pense qu'on ne rêve pas. Et on ne rêve pas assez grand sur ce que chacun peut et doit savoir faire. Donc moi, ce serait vraiment que chacun rêve et se dise comment je fais pour réaliser mon rêve, parce que pour moi, the sky is the limit. Tu as commencé par ton mari, tu as terminé par ton mari. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne sais pas trop. Voilà, le mari qui intervient au début et à la fin de cet entretien. Je ne sais pas. Du coup, c'est voulu. On est en Ramadan. Oui. Terminé. Oui. Comment tu gères là, le ndogu, le Ramadan un peu? Ça se passe comment? Alors, Naïf, moi je suis une syndiquée. Je suis une dormunda. J'ai beau être une femme leader, j'ai beau être associatif, on est des Sénégalaises, on est jongé. Là, vraiment. Révélation. Ça, sincèrement, on gère comme toutes les femmes. Oui. C'est-à-dire que moi, mon mari est mon kilifa. Donc, ça, véritablement. Et je pense que c'est important parce que très souvent, on a l'impression que les femmes qui s'émancipent, qui ont des carrières, qui sont engagées, ne sont pas capables de gérer un mariage. Non. Et ça, c'est un message pour les hommes. N'ayez pas peur des femmes qui ont de grandes ambitions. Les femmes peuvent avoir de grandes ambitions, mais être également des épouses et des mères exemplaires. C'est possible. C'est possible. On a énormément d'exemples de femmes qui le montrent. Tout à fait. Donc, je suis comme toutes les femmes. Je suis les tendances sur TikTok. Oui, les plats, les petits plats. J'achète les jus, les bons jus que je vois, les petits plats. Et voilà, on l'a fait à la bonne Saint-Louisienne. Alors, Solange, on arrive presque au terme de notre entretien. Qui a été très enrichissant, très intéressant. Donc, les équipes parlaient même de masterclass. Et ce n'est pas étonnant. Donc, ça, c'est une habitude chez toi. Donc, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et justement, pour terminer, pour conclure, j'aimerais que tu puisses adresser, en fait, quelques mots à la jeune fille, à la jeune femme qui te regarde, qui t'écoute, qui est devant toi et qui te dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Que me conseilles-tu? Que me dirais-tu? Le conseil que j'aurais donné aux jeunes filles qui nous regardent, c'est partagez, ouvrez-vous, ayez de la confiance en soi. Et cette confiance en soi, elle se bâtit. Elle se bâtit avec les femmes que vous avez autour de vous, vos sœurs, vos mères, vos amis également. Vous allez comprendre tout votre potentiel, tout votre champ des possibles, parce que toutes n'auront pas la chance de rentrer dans des réseaux, d'être dans des associations, mais à petite échelle, dans un cadre familial ou autre, il y a des possibilités qu'il faut savoir attraper. Il y a des chances qui sont là, qu'il ne faut pas rater. Nous sommes là, nous sommes des mamans, nous sommes des seniors, mais moi je dis ma porte est toujours ouverte à toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui veulent un échange, qui veulent un partage. Tout ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée, on le donne
avec beaucoup d'empathie et beaucoup de générosité, parce que je dis le sens de la vie, c'est rien d'autre que ça. Nous sommes là aujourd'hui, demain nous ne serons plus là, mais pour perpétuer cette évolution-là et ce bien-être que nous devons avoir, les femmes, parce que nous sommes un maillon fondamental et central de la société, c'est le partage, c'est la générosité, c'est l'empathie et c'est le sens de l'autre. Parfait. Alors, avant d'aller à la dernière rubrique de notre entretien, je vais te poser peut-être 2 ou 3 questions très simples. Tu utilises mon laptop ou téléphone portable? Téléphone portable. Ouais. Beaucoup plus. Parce que j'arrive pratiquement à tout faire maintenant avec mon téléphone portable. Donc, j'ai mon téléphone portable beaucoup plus souvent entre les mains. Et comme je suis très souvent en déplacement aussi, c'est beaucoup plus pratique. Oui, mais il y a un outil intermédiaire qui est la tablette aussi, qui n'est pas trop mal. Oui, qui n'est pas trop mal. Ouais. Et tu as inclusion ou innovation? Là, tu me poses une colle. Parce que je suis les deux. Je sais. Je sais. Alors, je suis les deux, même si en ce moment, j'étais très inclusion. Tu vires. Je commence à virer un peu innovation. C'est sûr, ça. Mais je ne lâche pas l'inclusion. Oui. L'inclusion, c'est dans mon ADN. Tu me rassures. Télétravail ou présentiel? Présentiel. On a eu pendant longtemps, pendant la période de Covid, une longue période de télétravail. Je trouve que le télétravail casse un lien humain. Le fait de se retrouver avec ses équipes, avec ses collègues, de discuter, d'échanger, c'est quand même pour moi l'humain est au centre. Donc moi, je serais beaucoup plus présentielle, même si le télétravail a fait ses preuves aussi. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup Solange de nous avoir quand même honoré de ta présence. C'est moi qui suis honorée. C'est moi. Donc c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Donc et le choix n'était pas anodin. Donc on a voulu quand même démarrer cette émission, ce podcast par toi. Donc voilà, par rapport à tout ce que tu fais dans l'écosystème numérique, entrepreneurial, social, entre autres, parce que tu t'actives quand même dans pas mal de choses. Et pour nous, c'était vraiment naturel que tu sois là. Donc encore une fois, un grand merci. On te souhaite tout le bien du monde, tout le bonheur et on espère t'avoir encore dans d'autres émissions, dans d'autres projets. Et je rappelle que Solange a été l'une des premières interlocutrices de Simplon au Sénégal quand on a voulu lancer Simplon en 2017. Je confirme. Donc toi, tu fais partie des précurseurs, tu fais partie des fondements de Simplon. Donc, et pour ça, on te dit vraiment merci. Donc tu as été là depuis le début. Donc, et ça, c'est un merci voilà, de ma part et de la part de toutes les équipes de Simplon. Qui aujourd'hui sont à peu près à une 50aine en permanent et des centaines en consultance. Donc tu y as contribué et vraiment merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Avec ta permission, je voudrais juste dire qu'on se connaît depuis bien avant Simplon. Tout à fait. On s'est connus dans un réseau de femmes, justement, qui est le REGEF, je pense qu'il y a plus de 10 ans. Tout à fait. Et moi, j'aurais dire que ce qui m'a marqué avec toi, Ndeye, c'était il y a plus de 10 ans, c'est ce leadership et cette empathie, cette volonté, cette audace de réussir. Et ça, c'est important. C'est important de pouvoir le partager avec d'autres femmes. La prochaine fois, je pense qu'il faudra que ce soit toi qu'on interviewe, parce que tu as autant de choses à dire que moi. Sur tous ces sujets-là, numérique, digital, entrepreneuriat, je n'ai pas autant de choses à dire que toi. Et je voudrais également te remercier de l'honneur que tu m'as fait, de m'avoir invité pour ce premier podcast, qui est une très très belle initiative, une très très belle vitrine pour les acteurs de l'écosystème numérique, pour leur permettre justement de s'exprimer. On en a besoin. Tout à fait.
il n'y aura jamais assez de podcasts sur ce sujet-là. Donc, merci à toi. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour qu'on ait une superbe émission. Et je vous souhaite plein succès. Et j'espère qu'un jour, on pourra faire un podcast de Simplon à Sonatel, à Festic, ou pourquoi pas à Montréal ou autre part. Bien sûr. Donc, la porte est ouverte. Merci beaucoup. Merci à toi, Ndaï. À très vite.